Quel démon, devrais-je plutôt dire, quel ange gardien vous a-t-il poussé à épouser la carrière artistique plutôt que par exemple celle de banquier? Mon démon intérieur personnel peut-être, qui m'a fait découvrir et grandir dans un métier extraordinaire. Je pense que j'ai toujours mon grand-père et mon père derrière moi. J'ai grandi dans l'imprimerie en fait, j'ai découvert ce métier-là. Et découvrir ces papiers, ces encres, c'est plein de sensations au niveau enfant qui me sont restées. J'ai vu cette entreprise aussi au final un petit peu couler par peut-être l'appât du gain ou une famille qui n'a pas compris que c'était un passif intéressant. On aurait pu en faire culturellement quelque chose de très important pour faire découvrir des métiers. Et donc ayant vu ce passif un petit peu galvaudé, j'avoue que me lancer dans des études économiques ou commerciales et rentrer dans cette pur amour de l'argent me plaisait pas trop. Suite à un échec scolaire en fait en gros, ma mère qui avait été un petit peu frustrée sur sa carrière de dessinatrice m'a permis en fait, m'a suggéré de commencer les beaux-arts. Et en deuxième rénové, je suis tombé sur une option artistique. Et c'est comme ça que tout a commencé, même si je dessinais déjà beaucoup quand j'étais gamin, quoi. Ça a toujours existé chez moi. En quoi, selon vous, votre œuvre se distingue-t-elle particulièrement de celle des autres? L'équilibre. Disons qu'en aquarelle, on a tendance souvent à travailler sur deux aspects de la technique. Il y a la technique dans l'humide et il y a la technique du lavis. Disons que moi, l'idée, c'est d'arriver à essayer de trouver un équilibre entre les deux techniques. C'est-à-dire, je travaille mes fonds dans l'humide, j'essaye d'amener toute cette atmosphère que l'aquarelle contient, de la garder bien présente, et d'une autre manière, je finalise avec des lavis couche par couche pour obtenir une certaine tenue, une certaine architecture du tableau qui permet d'amener aussi énormément de profondeur. Par exemple sur un visage, le fait de pouvoir composer juste un œil par exemple avec 10 couches en lavis amène une profondeur beaucoup plus importante peut-être qu'un travail qui va être beaucoup plus atmosphérique dans l'humide. Voilà. Donc l'équilibre est une tentation, mais y arriver n'est pas forcément évident. Quel fil conducteur intellectuel sous-entend-il vos créations? Le fil intellectuel, est-ce que c'est un fil intellectuel ou spirituel? C'est la nature. La nature en général, la nature qui m'entoure, la nature des hommes, la nature de l'univers. En gros, la question se résume, qu'est-ce qu'on fait là? Qui est-on? Pourquoi le fais-je? Pourquoi est-ce que j'aime ça? Pourquoi est-ce que je fais du paysage? Peut-être, ou paysage ou de la nature, j'y suis attaché en gros parce que simplement on nous montre à travers les écrans une société assez particulière basée sur l'argent, avoir l'air d'eux. Mais on est en train de perdre le fil conducteur de l'humain. On nous montre énormément d'images violentes, dures, qui en jettent par la couleur, par la dynamique, la publicité, les films violents, les jeux vidéo. On en reçoit énormément dans la figure, à tout niveau. Et je me situerais plutôt dans l'antithèse de tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de ramener les gens peut-être à la nature. Alors, quelque part, c'est peut-être un travail qui paraît un petit peu léger, parce qu'il s'agit de choses qu'on voit tous les jours. L'idée, c'est de donner ma vision et de montrer qu'il y a un sujet très simple de la nature qui nous entoure, peut-être peint, et amener une certaine beauté, et justement rentrer un peu en conflit avec cette idée d'image violente. Donc ramener les gens à la nature m'intéresse assez bien. Les initiés connaissent votre génie, mais qu'en est-il du grand public? Le génie. Bon, le génie, tout le monde a un génie en lui. Je pense qu'il suffit de s'exprimer vraiment personnellement. Alors je pense pas avoir de génie, je pense juste essayer d'être moi-même à ce niveau-là. Pourriez-vous me répéter la fin de la question? Qu'en est-il du grand public? Le grand public, au final, se définit de plus en plus. Je commence à avoir des gens d'un petit peu tout pays qui me suivent. Je suis aussi, c'est des amis artistes, des gens passionnés. Donc je pense que je commence, ayant vécu aussi en France, ayant développé ma peinture là-bas,
avoir plusieurs pôles d'attraction, pas mal de gens que je connais, qui me connaissent. Donc le grand public est amené à me connaître de plus en plus, mais ceci dit, l'idée c'est d'avoir un travail qui soit le plus fini possible, et de ne pêcher ni par la technique, ni par une idée qu'on se fait de l'artiste en disant ça y est, j'ai fait une aquarelle, ça y est, je suis un grand aquarelliste. Ça passe par le travail, il faudra encore au moins 20 ans. Courage. Oui. Dans la carrière... Passion. Ah, passion, bah oui. Dans la carrière d'un artiste, quelle est la chose qui blesse le plus son ego? Peut-être le manque... alors, je pense que ça situe... chaque personne le ressent différemment. Moi, personnellement, ça vient un petit peu du manque de compréhension des gens. On voit l'artiste comme quelqu'un d'exubérant, comme quelqu'un d'élu plus grand. J'en reviens à ça, c'est de ne pas être compris des autres, peut-être parfois certains proches, d'être toujours considéré comme un artiste, ou peut-être parfois un enfant, parce que de ne pas avoir la même vision de la société, très cartésienne, très financière, et vivre un petit peu comme je le vis, de mes rêves, de ma passion, mais certes dans quelques difficultés matérielles, laisse toujours à penser aux gens qu'on est des grands rêveurs, ou qu'on espère des choses qui nous amèneront à rien. J'ai des gens qui m'ont dit oui, mais tu penses à tes vieux jours, tu penses à ta retraite, tu penses à tout ça. Bien sûr, néanmoins pour moi ma retraite est assurée dans la mesure où mon travail actuel et ma motivation, ma passion résonneront un moment, et je pense vivre de ça dans mes vieux jours. Ce sera ma retraite, je ne compte pas m'arrêter. Molière est mort sur les planches, je ne me situe pas dans l'aspect de Molière, loin de là, mais je pense que si je devais mourir un moment, ce sera un pinceau à la main, et en donnant aux autres, et cette capacité, je pense, à essayer de donner aussi, d'apprendre sa technique, parce que la technique est propre à chaque artiste. C'est ça qui nous fait vivre, survivre, et qui permet peut-être d'avoir une retraite assez agréable, parce qu'elle ne signe pas à s'arrêter dans un fauteuil devant un écran de télévision, mais elle permet de continuer à vivre une vie d'échange et d'apprentissage. Quand un artiste poussé par le besoin doit vendre une de ses créations, à laquelle il tient, n'est-ce pas une partie de son âme qui s'en va avec elle? Si, bien sûr. Si c'est une part de lui-même, c'est pas toujours évident. Néanmoins, je pense qu'il faut pouvoir aussi se libérer de cette peur ou de cette tristesse de lâcher une de ces peintures à laquelle on tient, parce que fatalement il y en aura d'autres. Et puis, mon côté intéressé par le bouddhisme me permet de me dire que, au final, rien ne survit au fond. Et donc, je vais dire, je suis prêt maintenant à faire de l'aquarelle et les laisser partir, même si je suis très très content et je voudrais la garder. Je me situe dans cette idée que de toute façon, ça doit évoluer, ça doit se vendre, ça doit partir, et puis si c'est quelqu'un qui est passionné, qui l'achète, c'est encore plus valorisant. Voilà, quand il y a cette petite histoire, cet échange avec les personnes, j'ai eu un petit papy qui m'a acheté une aquarelle avec un pêcheur chinois, et qui m'a raconté au fond un petit peu toute sa vie, tout ce qu'il avait vécu, et que ça lui rappelait le Vietnam, et voilà, et là il y a eu cet échange, et l'aquarelle était peut-être pas fondamentalement belle, mais lui ça l'a touché, il m'a donné une partie de lui-même, et ça c'est extraordinaire. Je laisse partir toute œuvre d'art pour ça. Quand la muse des beaux-arts vous chatouille, combien de temps reste-t-elle à vos côtés avant que vous la métamorphosiez en support matériel? Constamment, c'est présent tout le temps, et rares sont les moments où il y a un vide. Même si la pratique n'est pas forcément là, parfois il peut arriver que pendant un mois, effectivement, il y a un petit frein, une gamberge. Je crois que les choses progressent aussi dans notre tête au-delà du rapport au papier, et donc c'est tout le temps présent. Ma compagne qui n'est pas là pourrait le dire, je peux m'arrêter et passer de suite sur un moment, peu importe ce qui arrive, mais hop, je le sens et j'y vais. Et je pense que y aller instinctivement comme ça, c'est bon, parce qu'on jette ce qu'on a en direct.
Et faut pouvoir le faire, mais par contre, il faut pouvoir aussi amener aux gens qui nous entourent à comprendre cet état de fait, parce que quand on est dans une discussion, quand on est dans un moment les uns avec les autres, moi qui sors, qui m'extrais un petit peu du groupe ou de la discussion et qui vais tomber à la planche de dessin, c'est pas toujours bien perçu, quoi. Donc voilà, un peu étrange pour les autres. 24 heures sur 24. Oh, je dors quand même un peu. Quel est votre meilleur souvenir d'artiste? Ces rencontres, toutes ces rencontres dans le Périgord où j'ai vécu pendant 8 ans qui m'ont nourri, il y en a. Je pourrais pas en sortir une en particulier parce que j'ai rencontré tellement de gens extraordinaires qui m'ont fait avancer, qui m'ont appris des choses, qui m'ont fait me remettre en question. Voilà, j'ai des noms comme Colpin, comme Véronique Pastelis, comme Pascal Le Graveur. C'est des gars qui ont un métier et qui m'ont appris tant sur l'humain que sur l'art. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont complètement liées. La fondamentale de la peinture, quand on est passionné, c'est qu'il y a un rapport à l'humain et aux questions que se pose l'humain sur ce monde. Et voilà, c'était Quel est l'aquarelliste que vous admirez le plus? l'aquarelliste que j'admire le plus. J'avoue que j'ai un petit faible pour Monsieur Palmars, qui est belge, qui a un travail, qui a une évolution dans son travail d'aquarelliste énorme. Bon, ça c'est pour les actuels. Par contre, aussi quand même un des premiers aquaristes, Turner. Il y a eu une exposition à Charleroi quand j'étais 6-7 ans, on fait tout le travail de Turner d'aquarelliste. Et c'était déjà un travail hyper fini par rapport à l'aquarelle qu'on considérait comme une peinture de croquis au départ, qui venait de Géricault. Voilà. Ok. Avez-vous déjà souvent exposé vos œuvres? Ouais, ça commence à être une constante ces derniers temps. Beaucoup d'expositions de groupe, beaucoup d'expositions dehors, des expositions avec des amis. Oui, bon, à l'heure actuelle, c'est difficile de quantifier, mais je dois avoir une trentaine d'expositions. Mais bon, ceci dit, c'est des petites expositions. Voilà. Où pourrait-on les admirer dans un proche avenir? Il y a une. Alors, je ne sais pas si c'est trop proche ou trop lointain. Il y a la promenade des Arts, découverte à Mons, du 18 au 25 juillet, si je ne me trompe. Et ça, c'est là qu'on pourra les découvrir prochainement. Sinon, on a une exposition en constante avec un ami sculpteur au restaurant Taverne Les Viviers à Marathon, jusque septembre. Nous vous remercions aussi pour votre travail qui se révèle être un vrai régal pour les yeux. Merci beaucoup. On va encore tenter d'en jeter plus.